Bonsoir tout le monde, il est 18h, bienvenue de retour sur Ma Radio Academia. 10e épisode aujourd'hui, grande occasion. Et pour ce faire, j'ai voulu parler d'un sujet qui est peut-être un peu moins connu, même de mon propre public, qui connaît un peu les sous-cultures aux marges de la société, qui est le thème de mon émission évidemment. Si vous avez déjà fréquenté des conventions comme Comic-Con par exemple, vous avez sûrement aperçu des individus costumés en mascottes d'animaux anthropomorphiques divers. Alors, votre curiosité vous a peut-être poussé, comme moi, à vous interroger sur ce phénomène étrange, et vous avez appris à vos dépens, comme moi, que cette communauté en fourrure s'appelle appropriément des furries. Dans un monde où il ne manque pas de passe-temps bizarres, celui-là peut faire sourciller. Or, c'est une communauté qui a connu un essor fulgurant, autant en ligne que dans les événements en présentiel. Pour expliquer le phénomène en détail, je suis avec un membre de grande renommée de la communauté furry. Il est actif dans le fandom furry de diverses manières depuis presque une décennie. Sa présence a notamment pris de l'ampleur les 3 dernières années dans les communautés furry canadiennes. Il fréquente régulièrement des conventions comme Fernal Equinox, Anime North et Otakuton. Bonsoir SC, merci d'avoir accepté notre invitation sur 88.3 CFAC. Bonsoir. SC, d'abord, peut-être expliquer pour notre public, qu'est-ce que c'est qu'un furry? Un furry est quelqu'un qui est intéressé en animal anthropomorphique et qui s'identifie comme furry. Et ça, c'est un détail important. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les animaux anthropomorphiques, mais comme ils ne s'identifient pas comme furry. Alors, ils ne sont pas furry. Le détail le plus important est qu'ils pensent à eux-mêmes comme furry. Donc, l'auto-identification, c'est le facteur le plus important. Oui. Mais qu'est-ce que c'est exactement un furry? Est-ce que c'est simplement l'intérêt pour les animaux anthropomorphiques? Quel est l'intérêt pour rejoindre ce fandom, cette communauté? Il n'est pas compliqué. Ça, comme si tu aimes les personnages anthropomorphiques animaux, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Comme si tu aimes le Zootopia, si tu aimes le Robin Hood, si tu aimes n'importe quelle sorte de média avec ces personnages, si tu aimes l'esthétique de ces personnages, c'est cette sorte d'intérêt. Une partie de faire part de la communauté furry et d'être un furry, c'est avoir un fursona, donc une sorte de personnalité alternative. Intéressamment, votre propre persona est une femme. Pourriez-vous nous parler un peu du concept de votre persona et comment ça fonctionne? Mon persona, premièrement, mon persona n'est pas une femme. Mon persona est un homme. Ah, je ne savais pas. Ah non, c'est vrai, c'est votre ami, c'est votre autre ami qui a un Oui, persona mon femme. autre ami est un homme avec un persona de femme. Mais Ah, c'est ça, pas le mien vôtre, d'accord. le mien est simplement une ours brun. C'est un persona que ma fille, un petit ami, mon fille a fait pour moi quand j'étais teenager là. Ok. Oh, wow, ça c'est intéressant. Un peu de lore en arrière de votre persona. Donc, vous faites un peu un compte-rendu de votre histoire dans la communauté furry. Comment est-ce que vous avez commencé votre voyage ou votre propre histoire dans la communauté? Mon voyage commence quand j'étais en 8e année. À ce moment, c'était en 2016 et le film Zootopia a été released dans les théâtres. Ouais. J'ai eu du grand intérêt en ce film quand j'ai vu les trailers, les teasers, et il m'a immédiatement capturé l'attention. J'avais grand intérêt en cet personnage de Judy Hopps. J'avais grand intérêt en ce concept d'une société qui est une civilisation de les humaines, mais qui n'est pas humaine, qui est une civilisation exotique un peu. Comment fonctionnera une société de gens qui sont biologiquement différents à nous, mais sont encore un peu familières. Vous parlez de Zootopia justement pour expliquer votre intérêt pour la communauté furry, notamment la physiologie des personnages dans Zootopia. Il y a d'autres références évidemment qu'on donne en termes de médias qui font référence aux furry ou qui ont des animaux anthropomorphiques.
Un exemple populaire, excusez-moi. Hmm? Non, non, Euh, je disais je n'ai rien dit. Oh non, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu un truc. Mais je voulais vous poser la question si vous pourriez donner d'autres exemples de médias qui font référence au furry. Moi, par exemple, la première chose qui me vient en tête, c'est Beastars en tant qu'otaku. C'est un peu un mime dans les cercles otaku parce que même dans les cercles otaku, Oui, les, oui, les c'est furries sont un peu en l'anime marge. furry, oui. Oui, oui, ben c'est comme l'anime de référence furry. Donc, avez-vous d'autres exemples comme Zootopia ou Beastars que vous pouvez donner comme référence que peut-être le public qui vous écoute en ce moment pourrait connaître? Ben, un de mes animés favoris furry, on fait le Brand New Animal. Il y a aussi les autres œuvres qui ne sont pas en film. Alors, comme si vous avez jamais entendu de Two Kinds, c'est une bande dessinée en ligne. Et il y a beaucoup en fait, d'œuvres de bande dessinée en ligne comme ça qui sont des œuvres furry. Comme j'ai vu beaucoup de zines furry qui sont un peu focalisés sur l'art, le dessin. C'est quelque Ouais, chose ouais. qu'on retrouve souvent dans ces communautés-là. Communauté que moi d'ailleurs, j'ai découvert la communauté un peu à mes dépens, comme je disais. C'est quelque chose que j'ai trouvé un peu étrange dès le départ. Euh, et moi, je suis quelqu'un qui est otaku de longue date. Je fréquente des conventions, comme je disais dans l'introduction, Otakuton, Anime North notamment. Euh, Otakuton depuis 2015-2016, Anime North depuis 2022. Et même à l'époque où je fréquentais plus jeune, quand j'ai commencé à fréquenter Otakuton, il y avait déjà Mhm. des furries, mais j'ai remarqué que le nombre a explosé dans les dernières années SC. Euh, ben, je ne sais pas comment, depuis que j'ai devenu furry en 2016, en fait, je ne sais pas si le nombre a explosé. Euh, j'en sais pas simplement. C'est juste en jetant un coup d'œil, c'est pas une étude scientifique, pas du tout, mais simplement en observant. Moi, quand je regardais le nombre de personnes que je vois en costume, mascotte, animaux anthropomorphiques, le nombre a augmenté en termes de ce que je pouvais observer. Euh, et je crois que ça a été aussi appuyé par l'essor des communautés en ligne furry qui se sont aussi développées, notamment pendant la COVID, dont un peu tous coincés chez nous. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai entré dans la communauté. J'étais originellement dans le fandom de Zootopia et par là, j'ai entré dans la communauté en ligne des furries. Ah, d'accord, d'accord. Donc, vous avez commencé ça a commencé comme un intérêt pour le film et pour le fandom de Zootopia en particulier. Et ensuite, vous Oui, vous oui, êtes dirigé vers un intérêt plus général pour les animaux anthropomorphiques. c'est vrai. D'accord, d'accord. Euh, donc, honnêtement, c'est vraiment intéressant de savoir que c'est votre histoire avec la communauté. Je crois que peu importe à qui on parle, tout le monde a un peu une histoire particulière avec la communauté à laquelle ils appartiennent, que ce soit la communauté furry ou d'autres communautés plus générales de gamers ou d'otaku ou d'autres sous-cultures Mhm. de ce genre. D'ailleurs, est-ce que vous, SC, vous qualifierez euh, la communauté furry, ou plutôt le phénomène furry, je dirais pas la communauté en particulier, mais le phénomène furry en tant qu'une sous-culture propre à elle? Oui, je dirais que c'est une sous-culture. C'est une sous-culture, je dirais. Comme, je sais que originellement, les furries étaient un sous-culture de la sci-fi. Comme Mhm. ça a commencé dans un peu comme les anime conventions, que c'était euh, des personnes intéressées au sci-fi qui avaient aussi des intérêts en animaux anthropomorphiques. Alors, comme euh, qu'est-ce qui est ce personnage? Crystal du Star Fox, disons. Oui, Euh, justement, on- je voulais en parler des origines un peu l'histoire du phénomène furry. On pense à Star Fox, évidemment, qui a été un personnage qui est, et pas été, mais qui est encore un personnage
légendaires de jeux vidéo. Mais pour moi, je pense aussi à, par exemple, Star Wars et les Wookiees dans Star Wars, évidemment, qui Ben, ont... c'est vrai. Il y a en fait comme un grand lien entre ces sortes de sci-fi parce qu'ils ont des extraterrestres qui ont le même facteur d'attraction que les furries. Ce sont des entités exotiques, des entités, comment dire ça, différents à nous biologiquement, mais encore c'est familier. Alors, c'est intéressant d'explorer les thèmes et des histoires avec ces types de personnages. Oui, je crois que de ce point de vue-là, c'est quelque chose qu'on peut concevoir, l'idée qu'il peut y avoir une fascination pour des êtres qui nous ressemblent, mais qui sont totalement différents. C'est quelque chose. D'ailleurs, c'est une pratique, je crois, qui s'est beaucoup proliférée dans les années récentes avec notamment les Japonais qui veulent tout anthropomorphiser, excusez-moi, que ce soit des armes à feu, des navires, des chars d'assaut, des chevaux même, on a vu avec Uma Musume maintenant. Euh, D'ailleurs, est-ce que le phénomène furry, qu'est-ce qui distingue le phénomène furry que le phénomène Nekomimi, c'est-à-dire comme les personnages avec des attraits et des caractéristiques d'animaux, mais qui ne sont pas totalement couverts de fourrure, par exemple? Mais comment dire, ces personnages Nekomimi, ce sorte de caractères, ils ne sont pas des furries, ils sont comment dire, des cowards. Donc pour vous, ils vont pas Euh, assez loin, ils vont pas jusqu'au bout. mais non, ils sont ils sont des humains normales, mais seulement avec comme les oreilles ou peut-être un queue là. Ils ne sont pas vraiment des anthropes. D'accord, d'accord. Non, non, honnêtement, c'est intéressant Mais de non, savoir quels non, sont non. les débats dans la communauté autour de qu'est-ce qu'un furry et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ils sont des furries. Ils sont dans les mêmes, disons, les mêmes cercles sociaux que les furries. Justement, en Mais parlant de... c'est une sous-culture différente, séparée. Non, non, je vois. Justement, en parlant de cercle et de sous-culture, on en parlera plus, un peu plus tard, tout de suite après la pause. On va commencer par la démographie qui intéresse un public qui est intéressé au furry, la démographie de ce public-là, la sociologie du fandom et évidemment de la composition un peu plus idéologique du fandom tout de suite après la pause. Donc, de retour de la pause, nous sommes de retour sur ma radio Academia. Je suis avec SC, un membre connu de la communauté furry, pour parler de ce phénomène, de c'est quoi être un furry et qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Et s'il y en a qui sont intéressés à le rejoindre, pourquoi pas. Donc, SC, première question que je voulais vous poser pour débuter cette entrevue proprement. Quelle est la démographie du public intéressé au furry? Ben, quand on parle de la démographie du fandom, on pourrait parler de statistiques comme c'est majoritairement composé d'hommes, des personnes LGBT et des personnes qu'on dirait sont politiquement du gauche. Il y a aussi beaucoup de types artistiques et créatifs. Mais selon moi, je dirais que le facteur fédérateur des furries est que le fandom est composé des gens qui sont d'une manière ou l'autre des parias sociaux, des personnes étranges, abnormales, impopulaires, qui ont été rejetés des cercles sociaux dits normales, comme les équipes de sport ou même des cliques gamers et otakus, plus mainstream pour une raison ou l'autre. C'est le facteur qui sous-tend le comportement et la culture des furries, je dirais. Et pour vous poser des questions un peu plus en profondeur, dans votre propre expérience, est-ce que vous pourriez nous donner une idée à partir un peu de votre propre cercle et des amis que vous avez de la communauté furry, quels sont un peu les points communs entre eux? Ben, les points communs, c'est
Je ne sais pas exactement comment tous mes amis ont devenu furry, comme s'ils ont tous été comme les loners en école secondaire, quelque chose comme ça. Mais pour moi, comme j'ai déjà parlé, moi j'étais en huitième année quand j'ai entré dans ce fandom et c'était parce j'ai développé mon intérêt parce que moi je n'étais pas exactement comme populaire en école. Alors j'ai commencé à chercher pour les cercles sociaux qui m'accepteront. Et c'est comme ça que vous vous êtes un peu rejoint dans cette communauté. Oui, comme j'ai trouvé cette fandom comme j'aimais le concept, j'aimais l'esthétique des personnages et que les personnes étaient vraiment en premier pour commencer, ils étaient acceptants de moi. D'accord. Et une question un peu plus poussée aussi sur ce sujet-là de la démographie du fandom. Je voulais parler de sociologie un peu, quelle est un peu la composition sociologique du fandom. Parce que s'il y en a comme vous ou moi qui avons déjà fréquenté des conventions ou ce genre d'événements où il y a des furries qui sont souvent, comme vous dites, des artistes, mais également des confectionneurs, des artisans qui confectionnent des fursuits, c'est-à-dire les fameux costumes mascottes que vous portez lorsque Ouais. vous allez à ces événements-là. Ces fursuits-là, moi, quand je regardais les prix, écoutez, moi, quand je vais dans ce genre d'événement, Anime North, Comic Con, quoi que ce soit, et que je vais m'acheter des jeux vidéo, par exemple, moi, déjà un jeu qui est usagé, qu'on revend à près d'une centaine de dollars canadiens, moi, déjà, ça me saute aux yeux et j'y pense trois fois avant de même penser à en acheter. Les fursuits, c'est dans une autre dimension. C'est un ordre complètement. Oui, bien sûr, c'est euh, dans une autre mag- dimension complètement. oui, justement, parlez-nous-en du côté financier de ce passe-temps-là, d'être furry. Ça coûte combien un fursuit? Et en fait, c'est quoi le coût pour participer à ce fandom? Ouf, ne me parlez pas de ça. Comme ces fursuits, ils peuvent coûter entre euh, pour les suits complètes, comme le tête, le corps, tout ça, ça va te coûter entre 4 et 12 000 dollars. C'est bien cher. Chacun est fait par les artisans par main. Alors, ils sont vraiment chers. Il y a aussi des fursuits partiels. Alors, disons seulement la tête et les pattes et les mains. Et ça peut te coûter entre 1 et 4 000 dollars. Je dirais que le moyen pour un fursuit complet sera quelques 7 ou 8 000 dollars canadiens. Ouais, non, Quand c'est j'étais la absurde. dernière fois aux conventions ici en Canada, j'ai vu un fursuit qui était sur, comment on dit discount? Ah, en rabais. Ah, un fursuit en rabais et il est encore coûté 6 000 dollars. Ouais, non, je crois que j'avais aperçu le même. On était ensemble. J'étais avec vous. Je crois qu'on avait aperçu le même fursuit dans la salle marchande. Mais c'est pour ça que j'étais abasourdi par les prix. Parce que si ça coûte si cher, la sagesse conventionnelle dirait que pour participer à cette communauté, il faut, entre guillemets, être riche quand même. Enfin, non, tu n'as pas besoin d'un fursuit pour être furry. Comme il y a des statistiques sur ça, mais la majorité des furries n'ont pas de fursuit. Comme la majorité ont seulement peut-être quelques œuvres d'art de leur persona, et ça, c'est ça. D'accord, mais je crois que ça rassurait plusieurs personnes que simplement avoir un intérêt puis s'identifier comme furry suffit à participer à la communauté. Il n'y a pas besoin de dépenser l'équivalent d'une voiture pour s'acheter un fursuit. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu n'as pas besoin de acheter un fursuit pour participer dans le fandom. Comme Alors, aux conventions, Hmm? non, Aux non, non, conventions, finissez. Hmm? Non, finissez, Est-ce finissez. que je voulais dire qu'au commencement, il y a des événements qui sont seulement pour les fursuiters, mais en général, comme personne va te voir pas en fursuit et dire ah sortez d'ici.
Je vois, mais justement, les fursuits sont souvent utilisés, par exemple, pour des compétitions de fursuit ou ce genre comme les fashion shows, comme on dit, ce genre d'événements. Alors, est-ce que si on voit quelqu'un avec un fursuit dans une convention, est-ce qu'on peut assumer que cette personne-là a des sous à dépenser? Oui, il va avoir le sous dépensé ou il va être extrêmement en dette. Comme... Je crois que ça fait encore plus peur de savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à s'endetter pour s'acheter des fursuits, mais je crois que ça, les gens pourront l'explorer par eux-mêmes. Euh, Est-ce que Il y a un stéréotype oui, de comme le furry qui est secrètement riche. oui. Et c'est vrai, comme je sais beaucoup de furries qui sont vraiment comme ils ont des travails qui lui enrichissent. Disons, je sais un furry qui travaille avec le Large Hadron Collider. Il est un physiciste, comme Hmm. un grand scientifique. Je sais une autre qui travaille dans l'armée américaine comme un pilote pour les sous-marins nucléaires. Comme, beaucoup de feux, ils sont dans des positions importantes. Là. Beaucoup d'eux sont riches, ils ont des travails qui leur donnent beaucoup d'argent. Justement, le fait que beaucoup de fluides sont dans des positions importantes, ça va toucher à la prochaine question que je voulais vous poser parce que lorsque des membres d'une certaine communauté, par exemple, qu'on parle de communautés culturelles, ethniques ou qui font partie d'une sous-culture, euh, sont haut placés, sont dans des positions importantes, ça peut avoir un impact sur la manière dont les choses sont dirigées, où les choses sont menées, les affaires sont menées dans ces positions-là, dans ces organisations-là. Et c'est pour ça que moi, je voulais vous parler, SC, parce que vous êtes quelqu'un quand même de particulier dans le fandom furry. Si on compare notamment au cadre, entre guillemets, du fandom furry, des gens comme Z the Raccoon qui sont comme des références dans le fandom. Parce que vous ne vous classez pas dans une faction en particulier. Évidemment, on a tous nos propres biais et nos propres intérêts particuliers, mais vous n'êtes pas dans un sous-groupe précis où on peut vous classer exactement. Mais vous avez eu l'avantage de fréquenter plusieurs cercles qui vous donnent quand même une bonne vue d'ensemble, notamment sur ce que vous appelez les dérives idéologiques des différentes parties du fandom. Je voulais vous poser la question de quelles ont été les expériences qui vous ont marqué le plus et quelles conclusions vous en avez tirées sur l'état du fandom à partir de ça. Ah. Mais pour commencer, je ne dirais pas que moi, je suis comme, je ne sais pas, comme neutre. Je mentirais si je disais que j'étais comme une personne sans bias, qui est neutre. Moi, je suis plus sur le droite des politiques, je dirais. Euh, mais la conclusion que j'ai eue de mes expériences est que la majorité des furries sont d'abord les partisans pour leur politique et tout le reste vient après, même être ton ami. Comme, cette fandom se porte comme être inclusif et tolérant, mais en fait, c'est seulement vers les groupes spécifiques. Ils sont totalement intolérants et en temps violent vers les individus, même un peu droitistes vers les chrétiens. N'importe qui a une opinion contraire à leur idée étroite de progressisme social. Ils adorent la censure. Et en fait, j'ai vécu beaucoup d'expériences avec ça. Comme quelques années dans le passé, j'ai été membre d'une communauté Discord d'un artiste furry. Important à cette histoire est que j'étais une partie de cette communauté pour des années. On dit 2, 3 années. J'étais bon ami avec l'artiste, avec ses modérateurs, avec tout le monde. Même deux des modérateurs ont même m'invité aux États-Unis pour assister à leur mariage. Et oui, on a eu des désaccords, mais rien de sérieux. Mais pendant que j'étais là, de plus en plus, ils ont commencé à censurer les opinions qu'ils n'aimaient pas. De plus en plus, sujets ont devenu tabous discutés et si tu avais la mauvaise opinion. Euh, un jour en particulier, quelqu'un est venu dans notre chat et a commencé une discussion autour des politiques en l'État américain de la Floride. Disons que son gouverneur était néo-nazi qui faisait génocide contre les gens transgenres. Moi, j'ai rejoint la discussion et je n'ai même pas argumenté contre lui. J'ai seulement demandé comme
Attends, ce sont des accusations graves et sérieuses. As-tu des preuves de ça? Et ceci était assez, évidemment, pour les modérateurs. Ils m'ont banni pour ça. Ils m'ont banni pour demander quelqu'un pour des preuves. Et que et, ah, et ce qui est venu après ça était encore plus absurde. Mes amis qui étaient encore là dans le serveur m'ont montré par screenshot après. L'artiste, le chef du serveur, s'est renommé à Staline et a ensuite annoncé un purge idéologique du serveur. Il a demandé que les membres du serveur lui envoient une liste de personnes dans le serveur qui avaient des mauvaises opinions sur des sujets comme le mien pour les bannir aussi. Mon ami a en fait protesté pour moi, disant que tout ça était extrême, et il a été la prochaine qu'ils ont banni. Ils ont purgé tous les individus associés avec moi. Et souvenez-vous, moi j'étais là depuis seulement 3 ans. Il y avait un autre modérateur sur son équipe qui connaissait les autres encore plus longtemps que moi, peut-être 6, 7, 8 années. Il est littéralement dans les photos de mariage des autres modérateurs. Et il a aussi protesté ses actions contre moi et mes amis. Et l'artiste et les autres modérateurs ont aussi décidé de le bannir quelques mois après moi. Les relations entre personnes qui sont meilleures amies depuis 6, 7, 8 années détruites parce que j'ai demandé à quelqu'un pour une preuve dans un argument. Ces personnes ont choisi d'enforcer la censure des opinions contraires avant leurs meilleurs amis des années. Et ceci est loin de la seule histoire comme ça que je pourrais raconter de ça. Et justement, une autre histoire que vous vouliez raconter, c'était l'histoire de Furry IRL. Donc, peut-être pour notre public, nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Eh oui. Quelques années dans le passé, si vous avez jamais été sur Reddit, il y a beaucoup de ces subreddits-là. Un des subreddits furry le plus populaire s'appelle Furry in Real Life. Et là, j'étais membre pour quelques années. Et un jour, il y avait quelqu'un a posté une œuvre d'art comme blague. C'était une œuvre qui représentait un bear trap. C'était comme une blague pour les otaku. Ils vont probablement connaître de quoi je parle quand on parle des traps, comme c'est un homme qui se porte comme un femme. Mais des membres de cette subreddit ont eu des problèmes avec ça. Ils ont commencé à dire dans les commentaires que ça c'était une insulte contre les gens trans et que c'était un slur. Et j'ai répondu à seulement un de ces commentaires disant comme non, ça n'a aucune liaison avec les gens trans. Et ça, c'était assez. Comme après peut-être une heure, j'ai eu toute une brigade de personnes, 20, 30, 40 personnes qui me répondaient dans mes commentaires comme ils voulaient que je me suicidais et me disaient que je suis transphobe, homophobe, etc. Ils ont allé dans mes messages privés pour me dire me tuer. Et enfin, les modérateurs de cette subreddit m'ont aussi banni pour ça. Ils m'ont dit que je suis transphobe. Pourquoi? C'est parce que moi, j'ai dit que trap n'est pas une insulte contre les trans. Et ce n'est pas la dernière histoire d'ailleurs que vous avez. Vous voulez parler de Rycard. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là? Eh oui. Et c'est l'événement le plus récent. C'est en fait, peut-être avant 2-3 semaines, quand tu m'as demandé en fait venir sur cette émission, c'est un des exemples que j'ai donné pourquoi je suis un peu prudente parler de ces choses. Que cet individu, il a fait une œuvre, il est un artiste furry. Il a fait une œuvre d'art sur son Twitter comme blague. Vous savez le personnage des memes, Chud? Oh, Robert. Ben oui. Oui, est-ce que tu peux décrire pour nos écouteurs c'est quoi cette oui, le meme d'un personnage Chud. pour le contexte un peu.
Ouais, non, le contexte d'un personnage Chud, c'est l'idée d'un personnage qui est un peu loser, qui a le visage d'un loser, mais qui voudrait se croire comme un Chad, qui voudrait se présenter en tant qu'un homme, on parle d'homme ici, qui serait en fait un peu l'apex de la masculinité, alors que c'est quelqu'un qui ne l'est pas du tout en fait. D'où le Oui, terme Chud. il est un peu comme une caricature de la Exactement. droite extrême, un peu. Exactement. Et cet artiste furry a fait une œuvre d'art représentant cet personnage Chud avec un femme furry comme blague. Et ensuite, il a eu des menaces contre lui. Comme, il a posté cet art, c'est rien de sérieux. C'était une blague, c'était disons, c'était une œuvre qui avait une représentation d'une caricature du droite politique. C'était même pas comme soutenant quelque chose de droite. Mais pour cette œuvre d'art, je peux te montrer le tweet après qu'il a posté ça. Il a eu des menaces contre sa famille, quelqu'un lui a doxé, comme c'est ridicule complètement. Donc ça allait loin. Seulement parce qu'il a posté une œuvre d'art comme blague. Comme le fandom est presque... Mon conclusion est généralement que le fandom est presque complètement infiltré et capturé par des militants fanatiques qui l'utilisent comme véhicule pour avancer leur idéologie radicale et leur cause sociale, avec la censure, avec l'harcèlement et avec l'intimidation. Et si, pour vous, selon vous, on a parlé du quoi, mais maintenant parlons du pourquoi. Pour quelle raison est-ce que cette la conclusion à laquelle vous arrivez, je l'entends, mais pour quelle raison est-ce que vous pensez que ce sont des événements qui arrivent dans la communauté furry? Qu'est-ce qui distingue la communauté furry de d'autres communautés où, évidemment, il peut y avoir des dérives idéologiques et des dérives sectaires, notamment des communautés en ligne. On en a parlé dans mon épisode la semaine dernière avec Hugo Saint-Pierre, mais je voulais vous poser la question de qu'est-ce qui distingue la communauté furry en particulier? Pourquoi est-ce que ces dérives sont si prononcées que ça? Je pense que c'est peut-être parce que, comme différemment aux autres communautés ou peut-être d'autres fandoms, il n'y a pas comme une œuvre ou un facteur unificateur entre toutes les furries. Comme, disons, on a ces mêmes sortes de situations dans les fandoms avec les jeux vidéo, avec les autres œuvres, les séries en TV, mais ce n'est pas extrême comme ça, parce qu'il y a comme une œuvre où il y a comme une interprétation de l'œuvre. Avec les furries, il n'y a pas comme quelque chose d'unificateur entre tous les furries. Alors, il y a beaucoup d'espace pour des militantes politiques pour entrer là et pour coopter un peu ça. D'accord. Et justement, en parlant de coopter, on va en parler après la pause d'un sujet qui fera peut-être un peu... certaines personnes, peut-être ça va les dégoûter de même en parler, mais on va parler des liens ou l'absence de lien entre la communauté furry et la zoophilie tout de suite après la pause. Donc, de retour de la pause, je suis avec SC, membre important de la communauté furry. Et pour ce dernier segment, justement, moi, je voulais adresser une question, évidemment. C'est la question que tous ceux qui regardent la communauté furry un peu de loin ont en tête. C'est la question de la zoophilie. Je fais référence ici à un article scientifique écrit par Ashley Brown et d'autres qui s'appelle intitulé A Survey of the United Kingdom, Investigating 5 Paraphilic Interest Groups and Their Demographic and Psychological Correlates.
Dans cet article, Ashley, voyons c'est quoi son nom, Ashley Brown, c'est ça, écrit, établit quelques liens entre la communauté furry et la zoophilie. C'est un phénomène qu'elle nomme le mersuiting. Donc, pour elle, le mersuiting, c'est le fait de démontrer une excitation sexuelle en costume de furry pour quelqu'un d'autre en costume de furry. À partir de là, Ashley Brown parle d'une sorte de paraphilie sexuelle dans la communauté furry. Vous l'avez dit vous-même, elle sait qu'il y a beaucoup d'individus dans la communauté furry qui se déclarent des minorités sexuelles. Euh, les hétérosexuels sont une infime, pas une infime, mais quand même une minorité, certainement par Oui, c'est vrai. rapport à la démographie, on va dire, de la population générale. Dans sa recherche, Ashley Brown, elle a découvert des résultats suivants, quand même euh, alarmants, on peut dire. Environ 28,9% des furries expriment une certaine forme d'excitation sexuelle zoophilique, tandis que 9% rapportent avoir déjà engagé des comportements zoophiles. 12,5% des furries rapportent avoir des activités sexuelles en fursuit. 61,6% des furries n'ont jamais pratiqué le mersuiting mais souhaitent le faire. Euh, autrement, il existe aussi des sites pornographiques dédiés entièrement aux furry. Et pour Ashley Brown, elle en conclut que pour elle, ça révèle la prévalence d'un intérêt sexuel dans la communauté, parmi laquelle elle démontre également, et ça c'est triste et alarmant aussi, qu'environ 20% déclarent avoir subi des abus sexuels avant 16 ans, ce qui est le double de la moyenne. Donc la moyenne de la population est 10%, et dans la communauté furry, ce serait 20%. Donc, il y a aussi des chevauchements dans le mersuiting avec d'autres paraphilies comme le BDSM, qui est connu évidemment, et les kinks de domination et d'humiliation. Évidemment, il y a des dénonciations plus générales de violences sexistes et sexuelles dans la communauté furry, notamment à l'encontre des mineurs. Donc, ça laisse beaucoup penser à digérer SC. De un, vous êtes peut-être familier avec ce genre de recherche faite sur la communauté furry. Évidemment, ça, c'est un nouvel article scientifique qui est sorti cette année seulement. Donc, ça, on parle vraiment de l'avant-garde de la recherche sur les fandoms. Donc, vous, en tant que... Évidemment, ça, c'est un regard externe sur le fandom. Peut-être vous pourrez tirer des conclusions d'un point de vue plus internaliste du fandom SC. Je vous laisse aller là-dessus. Les furries, comme je dis, ont souvent mauvaise réputation et sont tagués de zoophiles, comme l'article de Ashley Brown, c'est la conclusion qu'elle indirectement atteint un peu. Et évidemment, des accusations ou même des démonstrations de pratiques bestiales parmi d'autres épithètes dérogatoires. Vous, en tant que membre interne de la communauté, qu'avez-vous à répondre à ça? Ben, malheureusement, il y a quelques raisons là. Comme n'importe quel fandom ou groupe ou communauté où tu as des personnes ou des animaux à exploiter, tu vas avoir les personnes qui vont les exploiter. Mais internellement dans le fandom, s'il y a un groupe que n'importe quel furry déteste, un chose sur laquelle n'importe quel sous-groupe du fandom s'accorde, comme les progressistes sociaux, les droitistes chrétiens, c'est qu'ils détestent les zoophiles. Les seuls individus qui aiment les zoophiles sont les autres zoophiles. Ils sont un groupe qui, malheureusement, essaie de s'attacher au fandom furry pour gagner un peu d'acceptation sociale. Mais ils sont un exemple d'un problème plus général parmi les furries. Et ça, c'est le sexualisme inapproprié, particulièrement vers les mineurs et les fétichistes. Et c'est avant que vous partez sur l'exemple que vous vouliez et l'histoire que vous vouliez raconter, je voulais vous poser la question, vous, personnellement, vous pouvez donner un regard plus général aussi si vous voulez. Dans la recherche de Ashley Brown, elle confond, elle met un peu dans le même panier, je vais dire ça comme ça, la zoophilie, donc c'est-à-dire avoir un attrait sexuel envers des animaux, et le désir sexuel de vouloir avoir des relations et des rapports intimes avec quelqu'un d'autre en fursuit. Pour vous, est-ce qu'il y a une distinction claire? Est-ce qu'il y a une ligne entre ces deux phénomènes-là?
Oui, je pense qu'il y a une ligne là. Comme les animaux sont les animaux et les personnes en costume sont les personnes en costume. Comme on ne dirait pas que les personnes qui ont un fétiche pour avoir des relations sexuelles en cosplay, on ne dirait pas qu'ils ne sont pas les zoophiles. Et ici, c'est la même chose. Je dirais que les personnes qui ont intérêt à avoir des relations sexuelles ont ces fursuits et les zoophiles, ce sont des groupes différents. Comme je suis sûr qu'il y a probablement des personnes qui veulent faire les deux, mais ils sont des choses différentes, je dirais. Et une question plus personnelle, vous avez le droit de ne pas y répondre si vous ne voulez pas, mais ça fait quand même une décennie que vous êtes dans la communauté furry et comme vous l'avez dit, votre persona même a été un leg de votre ex-compagne, d'une ex-compagne parmi d'autres, si je puis bien le dire. Mhm. Est-ce dans votre fréquentation avec des membres du sexe opposé ou du même sexe, je n'en sais rien. Dans vos relations, dans les rapports que vous avez eus, qu'est-ce que vous direz est peut-être un point commun? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu qui revient assez souvent, cette comme titillation, cette envie, le désir d'avoir des relations sexuelles entre, en étant costumé en fursuit avec une autre personne en fursuit? Est-ce que vous me demandez est-ce que ça c'est un désir commun? Un désir commun ou un désir personnel, répondez à la question comme vous voulez. Euh, je dirais, en mes 10 années dans le fandom, je ne dirais pas que c'est un désir commun. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui ont intérêt en ça. Il y a assez de gens qui sont intéressés dans ça, mais je ne dirais pas qu'ils sont la majorité. C'est les minorités qui ont un désir pour ça. Et quand vous parlez de désir, est-ce que ici, justement, c'est dans l'article de Ashley Brown, elle le dit qu'il y en a qui ont déjà fait des actes sexuels à fursuit, entre furry, là, si je puis bien le dire. Et Hmm? il y en a plusieurs qui ont peut-être secrètement un intérêt pour le faire, ils ont peut-être une sorte de fantasme, mais ils Oui, oui, ne sont pas je passés à dirais l'acte. qu'il y a beaucoup de personnes avec peut-être l'intérêt, mais encore comme les fursuits normales sont chers. Et moi, je sais que les mersuits sont encore plus chers pour ça parce que tu as besoin de les faire spécifiquement pour cet acte. Alors, s'il y a beaucoup de personnes il y a probablement beaucoup de personnes qui veulent le faire, mais c'est simplement pas économique de le faire. Comme Hmm. tu as besoin de payer tellement d'argent pour ça que ce ne vaille pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de copulation dans la communauté? Quand je dis copulation, je parle je parle pas d'orgie, là, évidemment. Je parle de relations intimes qui mènent à peut-être une relation plus forte. Vous avez parlé d'un mariage dans une communauté, dans la communauté où vous étiez auparavant, d'où vous avez été banni la communauté de l'artiste Staline, je ne sais plus quoi, là, justement, Staline Shippy, vous disiez. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est assez courant de voir des mariages à l'intérieur de la communauté? Enfin, je dirais que c'est rare. Je dirais que c'est rare voir cette sorte de choses. Comme, il y a beaucoup de, comment dire ça, hook-up culture dans le Hmm, fandom. Alors, ok. il y a simplement pas beaucoup de connexions long terme qui se forment. Ça. Et justement, vous savez, hookup culture, disons un environnement hyper sexualisé et les mineurs, ce ne sont pas des choses qui collent ensemble. Vous en parliez justement avant qu'on parle des relations et des paraphilies sexuelles dans le fandom. Vous vouliez raconter une histoire notamment reliée à cet enjeu-là, c'est-à-dire le sexualisme inapproprié le rôle des fétichistes dans une communauté où il y a une présence quand même importante de mineurs. Ouais. L'histoire que je voulais raconter est que quand j'avais 15 ans, je viens
à ce point, je viens d'entrer dans le fandom furry et j'ai rejoint ma première communauté furry sur Discord. Que là, j'ai été témoin en beaucoup de comportements inappropriés, pas seulement vers moi, mais aussi vers les autres mineurs. Et dites la vérité, la majorité de ces interactions étaient avec les gens transgenres. Je n'aime pas dire ça, mais c'est la vérité. Comme même aujourd'hui, c'est encore comme ça. Le seul prédateur sexuel condamné auquel je connais, comme arrêté pour les crimes sexuels contre les mineurs, était une personne trans dans cette serveur de Discord. Et lui, il n'était pas la seule. Et il en avait une autre femme trans avec laquelle j'ai eu des interactions inappropriées et avec un autre garçon de 13 ans qui était mon ami. Il a été en fait manipulé par cet individu, pas seulement sexuellement, mais aussi, euh, mais aussi pour devenir trans lui-même. On parle, beaucoup de gens vont dire que ça n'arrive pas, que oh, la manipulation pour devenir trans n'est pas une chose, mais je l'ai vu moi-même. Comme cet pauvre garçon de 13 ans, il a été comme exploité sexuellement par cet individu trans. Et ensuite, il a aussi devenu trans. Ils m'ont expliqué tout ça parce que j'étais ami avec eux. Et bien sûr, c'est pas seulement les trans qui sont comme ça, mais je ne pense pas qu'ils sont tous comme ça, mais leur communauté a vraiment un problème avec les pédophiles et les manipulateurs sexuels, selon mon expérience. Mais cette communauté qui laissait entrer les mineurs était aussi généralement remplie de pornographie et pendant mon temps comme mineur dans le fandom, j'ai eu une douzaine d'adultes homosexuels qui se comporteraient d'une manière inappropriée vers moi comme mineur. Et pour le contexte, moi, je suis hétérosexuel. J'ai aucun intérêt en ça. Et généralement, le fandom est un peu, dirons, hostile contre les hétérosexuels. Comme j'ai vécu des expériences qu'on peut dire seront homophobiques si les rôles seront reversés. J'ai eu des hommes homosexuels qui me disaient comme comment est-ce que tu sais que tu n'es pas homosexuel, tu n'as pas essayé les hommes. C'est la même chose, mais en reverse. Et cette expérience, c'est pas seulement la mienne. Comme aussi, beaucoup de mes amis furry ont eu des expériences similaires. Alors, ce n'était pas seulement un cas isolé dans cette communauté. Comme le fandom a en général un problème culturel où la sexualité est trop normalisée même hors ligne. Comme disons dans cette convention Fernal Equinox de laquelle on parle. Comme là, il laisse les personnes qui ont des équipements fétichistes, comme spécifiquement les personnes qui aiment le pop play. Ils ont des équipements, des masques qui sont faits par l'exprès pour cette fétiche et la convention leur laisse entrer dans la convention où il a des enfants. C'est totalement inapproprié selon moi. Et c'est pas seulement ces fétichistes qui laissent entrer dans ces espaces où il y a les enfants, c'est aussi que la convention a par exemple un marché de nuit où tu es supposé, où ils mettent les stands qui ont des produits et des œuvres d'art inappropriées. Mais le problème est que beaucoup de ces stands sont aussi là pendant le journée, le marché de journée où il y a aussi des enfants. Alors, ils savent que ces stands sont inappropriés, alors ils les mettent dans le marché de nuit, mais ils les aussi laissent entrer dans le marché normal où il y a les enfants. À vous entendre, c'est quand même, vous avez quand même une vision assez critique de la communauté, notamment pour ce qui est c'est-à-dire le rôle des fétichistes ou la manière que la communauté aborde la question des mineurs. Donc, compte tenu des enjeux que vous-même vous soulevez, selon vous, vers où se dirige le fandom furry et quel avenir voyez-vous pour lui à la lumière des enjeux que vous avez soulevés dans cet entretien?
Pour te dire la vérité, je ne sais pas qu'est-ce qui est de l'avenir pour le fandom. Je pense que c'est possible. Il va seulement se diriger par un chemin plus pire. Comme, je ne vois pas, selon mes interactions avec le fandom, que les personnes ont le vouloir changer ces choses. Et est-ce que justement par rapport vous parler des personnes dans le fandom qui n'ont pas changé les choses, mais le fandom furry est quand même particulier de qu'il a quand même des communautés, des sous-groupes et des factions dans la communauté qui sont assez quand même bien définies et qui ont comme leur propre cadre, qui sont comme des organisations à part entière, qui organisent des événements. Et ces cadres-là ont quand même une voix importante dans la communauté et même à l'extérieur de la communauté furry. Par exemple, c'est pas pour... Évidemment, c'est pas pour lui adresser personnellement, mais c'est vrai qu'au Canada, par exemple, dans les conventions canadiennes, une voix qu'on entend souvent pour parler des furries et pour présenter les furries cette sous-culture-là pour le grand public, le plus grand public otaku, gamer, etc., dans les conventions, c'est Z the Raccoon. Et vous-même, vous êtes quelqu'un qui, bon, je vais pas dire critique, quand même pas méchant, mais vous êtes quelqu'un qui a quand même des problèmes à désigner des cadres dans la communauté furry comme Z the Raccoon. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me demandes? Non, mais ma question, c'est dans la communauté furry, il y a des gens qui sont désignés comme des cadres, c'est-à-dire comme des leaders, comme des personnes de référence. Et vous avez eu vous avez été critique par rapport à ça. Ben non, il n'y a pas vraiment des cadres, des leaders de communauté furry. Comme j'ai dit, que c'est un fandom vraiment décentralisé. Comme, je ne peux pas critiquer à quelqu'un en spécifique parce qu'il n'y a pas comme une personne qui dirige toutes les choses. Mais pourtant, lorsque nous étions allés à Anime North, par exemple, Anime North, je crois qu'elle est présente dans d'autres conventions aussi. Là. Cette personnalité-là, Z the Raccoon, d'ailleurs que moi je ne connais pas personnellement, je sais simplement que c'est elle qui fait tous les panels et les événements furry. Elle en fait comme 5 par convention. Là, c'est une machine, honnêtement. C'est à son honneur, honnêtement, en tant que panéliste. Mais vous-même, en ayant assisté à ces panels, vous n'avez pas été, entre guillemets, impressionné par sa présentation des choses. Ben, je n'ai aucune... j'ai eu aucune interaction avec cet individu, Z the Raccoon. Comme j'ai attendu quelques de ces panels, mais avant que j'ai commencé à assister aux conventions ici en Canada, j'ai jamais entendu de elle. Et justement, pour vous, est-ce que c'est ça l'enjeu, en fait, que vous n'ayez pas entendu parler d'elle, mais c'est elle le point de référence qui apporte un peu la communauté furry, qui expose la communauté furry au grand public, c'est par sa voix, par son entremise que ça se fait. Pas parce que c'est elle personnellement, mais plutôt l'idée même d'avoir des voix de la communauté qui sont des points de référence pour le public plus général, qui peut-être ne connaît pas le phénomène furry. D'ailleurs, bon, c'est une autocritique aussi, mais c'est un peu ce que nous, on fait aujourd'hui, d'ailleurs. En vous interviewant aujourd'hui, SC, je vous mets sur le podium en tant qu'une voix de référence de la communauté furry. Allô? Allô? Oui, non. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette idée de mettre des voix de référence de la communauté furry sur l'avant-plan de cette manière-là. Pour te dire la vérité, je ne sais pas quoi dire à ça. Et je ne pense pas que je suis qualifié à parler sur ce sujet. C'est drôle parce que... non, mais c'est sûr. Mais maintenant, peut-être vous le serez parce que maintenant, vous aussi, vous faites partie du discours et du débat public autour de cette question-là. Et la raison pour laquelle je pose la question, simplement, c'est parce que c'est une réflexion qui m'est venue en tête, pas spécifiquement concernant la communauté furry, mais concernant d'autres sous-cultures aussi qui ont des communautés propres à elles. L'idée d'avoir des cadres et des membres de la communauté qui sont des voix
importante et qui donne un peu l'exemple et qui donne l'image à l'extérieur, au monde extérieur de cette communauté-là. Par exemple, si on parle de la communauté otaku, c'est sûr que par exemple Trash Taste, le trio de Trash Taste ont une influence énorme sur la perception qu'on a, notamment la communauté anglophone a sur le phénomène otaku. Et c'est pas pour faire une critique, c'est simplement un constat de fait. Et c'est pour cette raison-là que je vous posais la question. Mais honnêtement, c'est à votre honneur aussi. C'est si vous vous retirez pour le moment de ce débat et vous ne voulez pas adresser le sujet parce que, bon, vous savez, moi je suis contre la tautologie. Je ne crois pas que tout le monde doit parler de tout et qu'il faudrait un peu quand même savoir de quoi on parle lorsqu'on parle sur le sujet. Donc, je ne crois pas que c'est une mauvaise chose pour vous de ne pas répondre à cette question. Peut-être la prochaine fois que nous nous entretiendrons ou que nous verrons et que peut-être si vous faites jamais un panel sur cette question-là, sur la sous-culture furry, dans des conférences et des conventions. C'est une question que j'aurais besoin me penser un peu. Oui, exactement, c'est pour ça que en je ce dis. moment, je n'ai pas une réponse satisfactoire à donner pour ça. Non, absolument. Et moi, je pense que c'est une bonne chose de penser à quelque chose avant d'en parler, de ne pas raconter n'importe quoi. Je crois qu'en fait, même, c'est à votre avantage d'avoir cette perception-là dans le public, plutôt que les gens vous prennent pour quelqu'un qui raconte n'importe quoi sur des sujets dont il ne connaît rien, qui est un problème pour moi dans le discours public. Mais on y passe. Et pour la dernière question, on passe à la dernière question que je voulais vous poser. Pour changer de sujet, SC, si on a dans le public qui sont intéressés à rejoindre vos rangs, le rang des furries, par où peuvent-ils commencer et où, en fait, peuvent-ils fréquenter d'autres membres du fandom, que ce soit en présentiel ou en ligne? Ouais, mon conseil à ceux intéressés de devenir furry, je vais conseiller en premier les parents avec les enfants, peut-être intéressés avec le fandom furry, parce que souvent, ce sont des enfants et des personnes jeunes qui sont intéressés. La communauté furry n'est pas sécure pour les enfants. S'il y a des parents qui écoutent ces émissions, ne laissez jamais ton enfant entrer dans les communautés en ligne furry sans supervision intense et constante. Je ne sais même pas un seul furry qui n'a pas eu au moins quelques expériences avec la manipulation sexuelle ou bien la manipulation idéologique. Comme c'est simplement pas un espace qui est sécure pour les enfants. Si vous êtes adulte, j'avise éviter le contact avec le courant, le mainstream du fandom le plus que possible. C'est toxique, c'est rempli des politiques radicales, c'est rempli des militantes fanatiques. Trouvez, si tu peux, des groupes et des petites communautés privées avec tes amis. Évitez toutes les communautés publiques et populaires. Comme trouver une communauté qui est basée sur peut-être une œuvre spécifique et rejoindre à cette communauté. Mais évitez les communautés qui sont seulement les furries. Merci beaucoup, SC, d'avoir accepté notre invitation sur CFA 83 sur mon émission Maradio Academia. J'ai adoré faire cet épisode-là. C'était une discussion extrêmement intéressante sur une sous-culture qui est même encore moins connue que les autres sous-cultures aux marges de la société dont moi je parle sur Maradio Academia sur une base régulière. SC, pour un mot de la fin, s'il y en a qui veulent vous rejoindre, vous personnellement, pour vous poser plus de questions, s'il y en a qui sont intéressés par le fandom, où est-ce qu'ils pourraient vous contacter? Moi, je veux rester anonyme. Je crois qu'il y en a déjà qui savent qui vous êtes, mais c'est bon. Probablement. Ceux qui me connaissent, probablement, c'est qui suis-je, mais je ne veux pas engager les gens après ça. Non, ouais, bon, mais c'est... Comme j'ai décrit, il y a beaucoup de toxicité, il y a beaucoup de personnes qui vont probablement... me harceler pour ça. Alors, je ne veux pas vraiment encourager les gens à me contacter. D'accord, merci beaucoup, SC. Bonne soirée. La semaine prochaine, épisode spécial, on va parler des Game Awards et notamment des nominations qu'il y a eu, pas seulement pour le jeu de l'année, mais toutes les catégories de nominations pour les Game Awards 2025 avec Alan Kenji Marsh, gamer,
otaku de grand renom. Bonne soirée tout le monde. À la semaine prochaine.